Bonjour Adrien Cornet, Salut. bienvenue sur la chaîne Architecture in a World on Fire. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, je m'appelle Adrien Cornet, donc je suis pompier à la raffinerie de Grandpuits, militant CGT et militant aussi à Révolution Permanente. Et je suis, en tout cas, on a fait une grande lutte en 2021, donc de 45 jours de grève contre un plan de suppression d'emploi, appelé par les patrons un plan social, de 700 suppressions d'emplois, et ça a été un peu connu dans le milieu militant parce que c'est la première alliance avec un secteur important du pétrole, donc contre Total et entre mouvement ouvrier et mouvement écolo. Voilà. Alors, nous, on t'a invité sur notre média parce que à l'école d'architecture de Saint-Étienne, on développe une pédagogie où on essaie de voir ce que l'architecture peut faire ce qu'on a dit par-delà la production de bâti, en faisant d'autres choses que le bâti. Et notamment, on s'intéresse à la manière dont on pourrait participer de la transformation de l'appareil productif en allant vers une écologie réelle et réellement démocratique, contre tout on va dire l'ambiance de greenwashing généralisée dans laquelle on évolue. Et on essaye l'idée de fond, c'est de dire que peut-être les écoles d'architecture pourraient devenir les institutions de la nature qui se défend, en référence à un des grands discours on va dire, des zadistes et de Notre-Dame-des-Landes et des soulèvements de la terre. Alors, pour la première année de cette nouvelle pédagogie, on a travaillé sur la multinationale Total et grâce à vous, du coup, on a pu se rendre à la raffinerie de Grandpuits avec les étudiants et étudiantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail ce qui s'est passé à Grandpuits Pendant la lutte, pendant la lutte? ouais, Bon, pourquoi il y a eu lutte? ouais, bien Enfin, sûr. voilà. Donc en fait, depuis les années 2010, Total a comme projet de délocaliser donc les moyens de production de raffinage, donc de passer du pétrole brut aux différentes productions de carburant et de bitume, dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moindres. Donc ça a commencé par la raffinerie des Flandres à Dunkerque, dans le nord, la première raffinerie Total qui a fermé, et ensuite ils ont enchaîné. Ça a été le Vapocracker de Carlin en Moselle. Ensuite, ça a été la raffinerie de la Med en 2015 dans les Bouches-du-Rhône. Et ça a été notre tour. Donc le rythme de fermeture, c'est à peu près tous les 5 ans. Voilà, il y a une fermeture de raffinerie. C'est un plan qui est sur le long terme chez Total, de délocaliser sa production. Euh, et du coup, en fait, c'est tombé sur la raffinerie de Grandpuits parce qu'il y a un pipeline donc, qui a été un peu notre cordon ombilical, c'est-à-dire que ça nous amenait du pétrole brut à partir de dépôts de pétrole du Havre jusqu'en bord de mer, donc jusqu'en Île-de-France. Voilà, sous le sol, il y avait un pipeline qui passait, qui s'appelle le pipeline d'Île-de-France. Et donc, ce pipeline, il était endommagé parce que la maintenance n'était pas assurée par Total en grande partie. Et donc, il était voilà, percé, etc. Il fallait soit le changer et donc faire ses travaux, et la décision qui a été prise de Total, ça a été de prendre cette opportunité pour fermer les capacités de raffinage de Grandpuits. Et d'après les discours de Total, ce qui nous a été présenté donc en 2020, c'était au mois de juin, c'était de reconvertir la raffinerie en bioraffinerie, ce qu'ils avaient fait à la Med déjà, dans un premier temps. Le projet de la Med, c'était donc de raffiner de l'huile végétale. Donc, à l'époque, il y avait la possibilité de le faire avec de l'huile de palme et d'en faire du biodiesel, ce qu'ils appellent du biodiesel. Ce que nous, on appelle plutôt de l'agrodiesel, parce qu'il n'y a rien de bio dans tout ça et on l'expliquera plus tard. Et donc, à Grandpuits, ils avaient peu ou prou le même projet, du coup, sauf que c'était plutôt ce qu'ils appellent du biokérosène, ce qui n'existe pas encore, mais maintenant c'est assez développé. En anglais, on utilise le terme SAF, donc c'est l'agro-kérosène. On prend de l'huile de cuisson végétale, des céréales, etc. Et on le transforme pour faire voler les avions. Et on en incorpore une petite partie, etc.
Et ça, c'est la seule alternative possible pour les avions aujourd'hui, de se repeindre en vert, ce qu'on appelle le terme anglais de faire du greenwashing. C'est-à-dire de continuer à produire des avions, de continuer à faire voler de plus en plus d'avions, tout en faisant croire qu'on prend la transition écologique. Et donc, Total aujourd'hui a une communication très, très forte sur le sujet, défend la possibilité de développer les énergies renouvelables tout en gardant une production de pétrole importante, soi-disant pour financer du coup les énergies renouvelables. Et du coup, quand on nous a présenté ce projet, on l'a présenté avec 500 suppressions d'emplois, donc 200 chez les travailleurs organiques et 500 chez les sous-traitants, voilà, au global. Et donc, ces 700 suppressions d'emplois, nous, avec la CGT, on les a refusées d'emblée et on s'est battu et on a cherché un programme et on a cherché aussi des alliés pour le combattre. On a cherché des alliés tout simplement parce que on est dans un secteur isolé, hein, voilà, on est au milieu des champs de betteraves, la raffinerie est au milieu des champs de betteraves. Et on savait très bien qu'une centaine de travailleurs, 200 au maximum, en grève reconductible, c'était un préalable parce que la grève, c'est toujours un préalable. Et les acteurs centraux, c'est les premiers qui sont touchés par les licenciements, mais ne suffirait pas à faire reculer Total face à un plan de suppression d'emplois et leur volonté de délocaliser. Donc, et on a cherché des alliés parmi les adversaires les plus déterminés de Total, à savoir les organisations écolos. Donc, on s'est rencontré avec des militants de la base, du terrain, qui étaient déjà dans les manifs, etc., et qui avaient aussi fait déjà des choses avec la raffinerie de la Mède, notamment pour empêcher le dépotage d'un bateau d'huile de palme au port de Marseille, avec les camarades de la CGT de la Mède. Ça a été le début de l'histoire. Et donc, nous, on l'a prolongé à Grand Puy et on l'a amplifié. Et voilà, et aussi en organisation politique Révolution Permanente a joué un rôle important dans le sens dans une période de Covid, de pouvoir médiatiser aussi cette lutte, etc. Et a joué un rôle fort. Donc, dès les premiers jours de grève, on organisait donc des assemblées générales et on a présenté cette stratégie aux travailleurs en grève, hein, qui l'ont votée à la grande majorité. Parce qu'en fait, on a démontré à nous-mêmes, aux travailleurs et aux écolos, qu'on était les premiers concernés par la pollution, par ce qu'on respire, par l'impact sur notre santé et aussi sur notre environnement, puisqu'on est l'environnement immédiat de nos usines, c'est nous. Hein, on y habite, on habite à côté, on y respire les fumées, etc. Et nos gamins vont se baigner l'été dans les rivières où on rejette l'eau de nos usines. Donc, les premiers concernés, c'est nous, avant tout autre, je dirais, être vivant. Voilà, les travailleurs sont les premiers concernés et on est aussi ce qu'on appelle très justement les sentinelles de l'environnement, dans le sens où notre travail à nous, c'est de surveiller qu'il n'y ait pas de pollution, qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de perte de confinement, de fuite, quoi, et de remonter ça et de faire en sorte que tout soit réparé pour que ce soit évité. Donc, en présentant ça aux écolos, c'est-à-dire en expliquant le rôle de la classe ouvrière et la capacité qu'elle a à pouvoir transformer le produit en autre chose d'utile et qui réponde à des besoins. On a développé un programme en commun qu'on a défendu dans une tribune du journal Libération, où on a prôné donc la nationalisation sous contrôle des travailleurs des industries du raffinage, tant qu'on n'avait pas d'alternative à l'ensemble de ces produits. Parce que voilà, on le dit encore trop peu, mais le pétrole est pas seulement dans les carburants, il est partout, dans les vêtements, dans le maquillage, dans les routes, dans les pneus, dans les meubles, il est partout, dans tous les produits qu'on consomme aujourd'hui. Et il y a très peu d'alternatives qui sont réellement, il y a aucune alternative qui est réellement protectrice de l'environnement. Les seules alternatives que le patronat a, c'est des alternatives qui sont polluantes, parfois même plus polluantes que les énergies fossiles elles-mêmes, et qui sont génératrices de destruction
des environnements, notamment des pays du Sud et de l'accélération de l'extractivisme. Voilà, dans plusieurs pays, on pourrait traiter tout ça dans un second temps. Et voilà, et donc au quotidien, pendant ces 45 jours, on a organisé plusieurs moments de lutte, plusieurs déplacements, plusieurs rassemblements, plusieurs manifestations aussi, avec différents aussi camarades travailleurs qui étaient confrontés au plan de licenciement, comme par exemple Sanofi, où on s'est rejoint aussi avec d'autres luttes. L'idée, c'était de faire vraiment front contre la logique capitaliste de Total, qui est de continuer à détruire la vie des travailleurs et de l'environnement pour favoriser leurs profits, et de démontrer que la classe ouvrière, elle pouvait jouer le rôle central pour changer la société par rapport à son outil de production et sa force transformatrice. Voilà, et ça s'est fait avec beaucoup d'auto-organisation. Ça a été le catalyseur de la lutte, et c'est important de le dire. C'est pas juste le syndicat CGT. Dans la lutte, il y avait des syndiqués, il y avait aussi des non-syndiqués, il y avait aussi des gens d'autres syndicats. Et la démocratie ouvrière, elle vivait tous les jours, elle vivait au quotidien, quoi. On a fait un comité de grève, on a fait venir les familles, il y a eu un comité de femmes de travailleurs, travailleuses, et ce qui nous a permis de beaucoup aussi tenir, développer aussi nos discussions au sein des familles, etc. Voilà, en gros, la lutte de Grand Puy, c'est 45 jours. Très bien. Merci. On va essayer d'emmener l'entretien de manière un petit peu plus spécifique à un endroit, nous, où on essaye de pouvoir essayer de se rendre utile avec le savoir architectural. Et dans l'échange qu'on a eu à Grand Puy avec Paul, il est ressorti de manière assez claire, en tout cas dans son discours, le fait que vous aviez tenté de proposer un plan alternatif à celui de Total, et que ce plan, dans les termes où il l'avait mis lui, il fallait qu'il contienne 3 volets, 3 aspects, 3 axes forts, qui étaient qui est donc un projet qui réponde aux besoins, parce que voilà, vous le dites très bien, si on fermait ici, ça ne veut pas dire que la demande en pétrole baisse, au contraire, si elle est délocalisée, à la limite, elle est traitée dans des moins bonnes conditions et de travail et écologique. Mais donc, prendre au sérieux la demande, le besoin en énergie, un projet qui soit social, c'est-à-dire qui tienne en compte la part des travailleurs aussi, de l'emploi localement, et qui soit écologique. Moi, c'est de ça nous, quand on est reparti de Grand Puy après cette rencontre, c'est à partir de ça qu'on a essayé de travailler, nous, en essayant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu précisément quelle était l'histoire de ce plan alternatif? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez procédé? Quels ont été les intérêts, les limites? Ouais. Donc l'histoire de ce plan alternatif, il est à prendre en compte dans l'ensemble de la problématique que pose Grand Puy. C'est-à-dire comment on répond aux besoins en énergie et en déplacement. Le pétrole, c'est pas simplement un produit en soi, c'est quelque chose qui répond à énormément de besoins et qui a aussi une particularité, c'est que dans le pétrole, il y a très peu de pertes dans sa transformation. On utilise le terme souvent, on dit voilà, dans le pétrole, rien ne se perd, tout se transforme, et c'est l'une des rares énergies à avoir cette capacité-là. Et donc du coup, on a posé cette logique-là que tu rappelles, donc aucune suppression d'emploi, un projet qui réponde à des besoins, qui a une utilité sociale, comme c'est le cas de la plupart des usines, et un projet qui soit protecteur de l'environnement, qui ait cette exigence-là. Donc ça, au départ, nos alliés écolos avaient un peu cette tension-là de se dire qu'il était possible de convaincre soit l'État,
soit totale de pouvoir investir dans ce projet-là. La limite de cette logique-là, c'est qu'elle exige la rentabilité du projet. Donc, c'est-à-dire un taux de rentabilité. Donc, total, c'est 22 milliards de bénéfices en 2022, c'est le bénéfice record du CAC 40. C'est la troisième force, la troisième entreprise la plus puissante des majors pétrolières. Donc, c'est vraiment une entreprise nation, comme on dit, et c'est vraiment une entreprise qui ne va pas se pencher sur ce genre de projet. Tout simplement parce que, d'abord, c'est pas assez rentable, ça ne rentre pas dans ce critère, parce que pour exiger un taux de rentabilité à 2 chiffres, il faut forcément maltraiter les travailleurs et il faut aussi, quelque part avoir la volonté de ne pas protéger l'environnement parce que ça exige beaucoup, de normes, de filtres et cetera qui ralentissent, la productivité, du cash, quoi. Donc voilà, donc le taux de profit étant trop faible, ça c'était une des grandes limites, je pense, déjà du cadre et nous on a dû expliquer ça, à quel point non, on n'allait pas convaincre Total. Et après, la 2e limite du projet alternatif, c'est d'avoir cette vision-là de quelque part de pouvoir convaincre l'État qui a été une difficulté puisque l'État lui-même dit que son rôle heu, n'est pas de quelque part de répondre à des besoins de ce type-là, de type par exemple, énergétique, mais plutôt, dans le cas de Total de contrôler, si, le plan social, rentre dans des exigences, je sais pas, d'indemnisation et cetera. Ce qui fait aujourd'hui, on est au milieu d'un plan de licenciement, massif où il y a plus de 300 000 emplois qui sont en train d'être perdus au milieu d'une guerre commerciale mondiale avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Et aujourd'hui, l'État répond la même chose qu'il a répondu il y a 5 ans à Grandpuits. C'est voilà, le rôle de l'État, ce n'est pas, comme disait Jospin, l'État ne peut pas tout. Voilà, je ne sais plus au pied de quelle usine il avait sorti cette phrase-là, mais elle dit quelque part, elle explique quelque part que oui, l'État, c'est pas un arbitre neutre, c'est quelqu'un qui est au service voilà, de la classe qui domine, et en l'occurrence, ce sont les patrons, les bourgeois qui dominent, donc elle est au service de cette classe-là. Et donc du coup, nous, on a dû expliquer ça, notamment à nos alliés écolos qui pouvaient avoir cette croyance-là, y compris ça existe au sein de la CGT, voilà, parmi les directions, de vouloir quelque part mettre la pression à l'État. Ça, c'est possible si on construit un rapport de force qui est national, c'est-à-dire, il est possible que, par exemple, on arrive à l'interdiction des licenciements, si un jour on arrive à développer une grève générale et on fait lâcher l'État quand il a peur de tout perdre, quoi. C'est le cas en 36 et en 68, pour citer ces exemples-là. Donc dans ce cadre-là, on a expliqué qu'il fallait se débarrasser du cadre capitaliste de l'exigence des profits, mais bien cibler la nécessité des besoins. Et ça, pour moi, ça a été la plus grosse difficulté parce qu'en fait, voilà, donc Greenpeace a financé, des chercheurs, des ingénieurs de Négawatt et ils ont pas su répondre au cadre qu'on leur posait, parce que, en fait, la difficulté, elle est énorme, elle est nationale. La réponse en énergie, elle doit se penser pas dans un cadre local, sénémarnais, même y compris, régional, mais plutôt dans une logique plutôt nationale. Parce que de toute façon, les produits que nous, on faisait à Grandpuits, ils répondaient pas qu'aux besoins locaux, ils répondaient aux besoins, nationaux. Le kérosène, partait à Roissy-Orly dans des aéroports même internationaux et cetera. Et le pétrole brut, pour faire tourner une raffinerie, il venait d'autres pays. Donc, de fait, il y avait une organisation internationale qui était autour de cette raffinerie. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les usines productrices d'énergie qui sont au centre de l'appareil de production capitaliste. Et donc, du coup, il faut avoir cet état d'esprit-là quand on pense à un projet alternatif. Et c'est ce qui a échoué en grande partie. Voilà, il y a eu des tentatives, des pistes, l'hydrogène, la transformation de chanvre, etc.
là où c'est intéressant dans le projet qui est actuellement en cours à Grandpuits, c'est qu'il y a pas de frein à la transformation chez les travailleurs. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut dire à tout le monde. Contrairement à ce qu'a beaucoup porté notamment, l'intellectuel, marxiste écolo, Andreas Malm, qui disait voilà, les ouvriers des entreprises polluantes, des énergies fossiles ne seront pas de notre côté parce qu'ils ont un intérêt à conserver leur emploi. D'une part, je disais en début d'interview qu'ils n'ont pas d'intérêt à ça et au contraire, nous on disait pour protéger notre santé, il faut arrêter de produire des énergies fossiles. Voilà, le débat sur les polluants éternels, les PFAS aujourd'hui le montre encore actuellement. On est les premiers impactés par la production des polluants éternels. Encore faut-il trouver une alternative d'emploi et de pouvoir pour nous se nourrir. Et c'est là que le bas blesse. Et donc le projet de Grandpuits est intéressant, c'est que par exemple, moi j'ai des travailleurs qui voient pas de problème aujourd'hui à travailler dans un méthaniseur, parce qu'il y a un projet de méthaniseur à Grandpuits. Voilà, donc un méthaniseur, c'est en gros, c'est une production d'énergie par des déchets végétaux qui sont produits dans les fermes. Et du coup, finalement, travailler dans un méthaniseur, c'est être un ouvrier agricole. Donc, et aujourd'hui, je sais pas, je vais avoir pour 6 postes 17 candidatures parce que les travailleurs, ils sont ravis de s'éloigner d'un métier dangereux qui est le métier du raffinage, de s'éloigner des 3-8, donc des horaires pénibles et de passer en horaire de jour et de travailler un peu dans la nature, quoi. Cet état d'esprit-là, il est très présent et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a il y a une continuité de salaire, de maintien des conditions de travail qui existait et qui existe toujours à Grandpuits, etc. Et donc du coup, bah, travailleurs sans perte de salaire, sans perte d'emploi et sans perte de conditions de travail, ils voient pas de problème à basculer d'une production à un autre, donc d'être ouvrier raffineur en 3-8 à passer ouvrier agricole à la journée, vous voyez. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de frein à la transformation. Voilà, j'ai d'autres exemples que je pourrais citer dans ce sens-là, mais la classe ouvrière n'a pas de frein à la transformation. Elle a des freins matériels qui s'expliquent, que tout le monde peut comprendre, mais elle n'a pas de frein à la transformation. Donc, le seul frein qui existe à la transformation, il est bien du côté du patronat, de la bourgeoisie, parce que contrairement à la classe ouvrière, elle a un intérêt particulier qui est celui de maintenir la machine à cash, la machine à profit. Et c'est là qu'il faut construire ce projet national. Et c'est aussi pour ça que moi, je viens vous voir aujourd'hui, qu'on a établi cet échange, vous a fait venir à Grandpuits. C'est parce que la démarche qu'on veut commencer à faire, qu'on a fait avec vous, grâce à votre volonté d'essayer de comprendre ce qui s'était passé à Grandpuits et d'essayer d'aider le projet alternatif, c'est de construire un monde alternatif à ça, en fait. C'est-à-dire que nous, notre démarche, elle est là, c'est-à-dire de convaincre la jeunesse, les travailleurs qui font des études supérieures, qui vont être les futurs cadres des usines ou qui vont les construire, hein, comme j'imagine qu'il y a des architectes qui construisent les usines, hein, en tout cas qui participent à créer les plans, etc., etc., qu'ils aient la connaissance de ce qu'ils créent déjà, de l'impact que ça a sur leur environnement, que c'est pas juste quelque chose de mécanique, froid, etc. Ça a du sens, quoi. Et comment y trouver un sens demain? Moi, j'ai rencontré énormément de jeunes étudiants qui ne trouvent plus de sens à leurs études pour une raison qui est très juste, c'est que la plupart des choses qu'on leur demande, c'est de continuer à faire perdurer un monde qui détruit la santé des gens, qui tue des gens en grande partie dans les pays du Sud et qui fait perdurer et qui fait s'enfoncer voilà, le monde dans une crise écologique de plus en plus forte. Et donc qui veulent pas participer à ça, mais en réalité, ils n'ont pas d'alternative. Et c'est pour ça que votre projet, il est génial en ça, c'est que il propose de construire une alternative en commun, en tout cas d'essayer de la penser, ce qui est un très bon début. Et c'est ça l'intérêt de la lutte de Grandpuits.
C'est souvent ce que je dis, c'est une défaite matérielle. On a toujours les 250 emplois, mais Total les a maintenus, quoi. Et on n'a pas réussi à empêcher les 700 suppressions d'emplois. On en a sauvé une dizaine, en réalité. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est de marquer quelque part l'histoire de la classe ouvrière et de démontrer à de nombreux secteurs qu'on pouvait penser autrement, un monde autrement, quoi. Et voilà, ça fait partie. Rosa Luxembourg disait souvent, voilà, notre victoire, elle est pavée, le chemin de notre victoire est pavé de nos défaites, et c'est quelque part un pavé de plus sur la route de notre victoire, en ce sens, quoi. Ouais, il y a un truc qui me frappe dans ce que tu dis par rapport à. On lutte toujours, on essaye de lutter par rapport à où on est. Nous, on est dans un truc qui s'appelle le savoir architectural, qui est aujourd'hui qui est un carburant hallucinant pour les émissions carbone, pour on va dire, la consommation d'énergie. Bon. Donc, on essaye de voir, de faire une forme de critique de de là où on est. Et quand tu expliques quelque part l'échec du plan, c'est comme si c'était pas la question technique en fait qui fait problème. C'est pas un problème de compétence technique, c'est plutôt les conditions de possibilité d'une transformation. Le cadre, qui décide, voilà. Et nous, en fait, alors moi, je suis convaincu, et on est plusieurs dans l'école à porter dans cet enseignement la conviction que le savoir architectural serait vraiment particulièrement bien adapté pour essayer de penser le projet tel que vous essayez de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à le faire, mais en tout cas, je pense que c'est un savoir qui a pour vocation de réfléchir non pas uniquement à des questions techniques, dans une forme de technosolutionnisme qui réglerait les choses une par une, mais plutôt, et du coup, au sein de notre savoir, on a tendance à dire, en général, les gens nous disent « Ah, mais vous, les architectes, vous ne savez pas construire, il faudrait que vous ayez une compréhension technique en architecture. » Et nous, on leur dit « Non, il nous faut une compréhension architecturale de la technique. » C'est-à-dire que la technique, laissée à elle-même, en fait, ça ne va pas. Ça fait, on va avoir des effets secondaires, ça va avoir des externalités négatives. Si on développe, je ne sais pas, telle production, en fait, et qu'on ne l'engage pas de manière vaste et globale, voilà, on va se retrouver avec d'autres effets négatifs en cascade. Bref, tout ça pour dire que donc hier, merci d'avoir pris le temps de passer du temps avec nous et le travail qu'ont mené les étudiants et les étudiantes. Est-ce que tu pourrais... donc, il y a eu un premier exercice qui était comment faire... Avant qu'on vienne vous voir à Grand Puy, il y avait 3 portraits de Total. Un portrait juridique, un portrait économique et un portrait infrastructurel, de Total dans sa totalité, on va dire des grands dessins qui essayaient de représenter ce que c'était juridiquement, économiquement et infrastructurellement. Et après, il y avait la tentative de penser un projet architectural qui serait à la fois local, prendre la raffinerie de Grand Puy telle qu'elle est, en essayant d'avoir ces 3 aspects que vous avez mis en avant, et aussi de penser de manière globale, justement, pour essayer d'intégrer quelles seraient les conditions de possibilité pour qu'une telle transformation locale puisse avoir lieu. Est-ce que tu peux essayer de rentrer un petit peu dans le détail de peut-être ce qui t'a semblé prometteur, des limites de ce à quoi tu as été exposé hier ça serait très utile pour nous pour la suite. Ouais. Moi, déjà, je trouvais que c'était un projet vraiment génial. Moi, j'étais très frappé. Je savais pas à quoi m'attendre. Enfin, moi, t'imagines bien que je ne sais pas du tout ce qui se fait dans une école d'architecture. Donc, du coup, et j'ai compris, en fait, ce que vous avez fait. Vous avez dessiné l'architecture de Total. Voilà. L'architecture dans le sens de, voilà, comment elle est construite, quoi. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que c'était... Je trouve il faut voir l'ampleur du projet. C'est-à-dire que c'est pas un petit projet, c'est un projet d'ampleur, ce que vous avez fait, qui est considérable en termes de travaux, mais aussi en termes de travaux pionniers. Voilà, on discutait hier, du fantasme de l'architecte pionnier, et individuel. Moi, je trouve qu'hier, vous avez fait un travail collectif et pionnier, dans le sens de dessiner une architecture d'une entreprise, voilà, que moi j'appelle l'entreprise État,
je l'appelle toujours comme ça parce que je rappelais à quel point il fallait toujours l'allier à l'État, puisque voilà, l'État français et Total ont un lien très profond, et sont indispensables l'un de l'autre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la discussion, c'est qu'il y avait un vrai échange entre moi, voilà, qui est ouvrier, et les élèves, et puis voilà, les professeurs aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de construire, c'est-à-dire que l'organisation capitaliste, elle est fondée sur un rapport de subordination entre les sachants, qui sont les ingénieurs, les architectes, etc., les avocats, enfin, tous ceux qui font les grandes écoles, et les ouvriers qui sont des exécutants, hein, on appelle exploitants dans notre usine, mais qui sont souvent à l'exécution, ce qu'on appelle. Et du coup, le séparer, donc le travail manuel et intellectuel. Et j'ai trouvé qu'hier, il y avait cet échange qui permettait quelque part de fusionner les deux, de la fusion de l'expérience et quelque part aussi de la théorie architecturale de Total, et d'approfondir le travail et de le nourrir, etc. Et du coup, c'est génial de voir l'architecture dans sa globalité de cette entreprise-nation. Quels sont les enjeux géopolitiques, quels sont les enjeux de domination nord-sud, sur quoi repose Total, l'impérialisme français, les anciennes colonies et tout. Et ça, moi, tout m'a donné envie d'aller encore plus loin, en fait, dans le projet, de me dire, OK, ça, c'est comme si c'était voilà, vous avez fait plein de dessins, des Lombardies, etc. Ça, c'est ce que j'imagine le début d'un projet beaucoup plus intensifié, développé, numérisé, avec des tas de liens, de vidéos, d'images, d'archives, etc. Et ce qui servirait énormément à ce que nous, on appelle notre combat pour l'ouverture des livres de comptes, qui est une ancienne revendication du mouvement ouvrier, mais qui veut dire la connaissance de l'ensemble de l'impact de la production dans l'entreprise dans laquelle on vit sur notre santé, ce qui est par ailleurs pas facile à trouver, et sur l'environnement et l'enjeu géopolitique, la production, l'État, etc., etc., pour pouvoir derrière mieux la combattre, déconstruire l'hégémonie culturelle patronale. Et souvent, par exemple, on va souvent dire Total est une chance pour la France. Ce genre de travaux peut démontrer à quel point non, Total n'est pas une chance pour les travailleurs en France. Voilà. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui est de l'ordre du combat de l'hégémonie culturelle, et ça doit venir des écoles, parce que des écoles, particulièrement des études supérieures, pour la simple et bonne raison que dans un cadre capitaliste, il y a une autorité au travail intellectuel, mais que ça doit se faire, et c'est là tout l'intérêt du travail que vous avez organisé, c'est de le faire en lien avec la classe ouvrière pour pouvoir avoir la fusion des deux, et j'ai trouvé ça passionnant. Et sur la deuxième partie de ta question, et sur les perspectives qui ont été dessinées... et les limites aussi peut-être de ce type d'exercice qui t'apparaissent. Et peut-être les limites sont liées au fait que il y a toute une volonté de construire quelque chose qui apparaît être à portée de main, c'est-à-dire un projet local. Un projet local, c'est à portée de main. Je reprends un bar avec des potes, j'en fais un milieu associatif, voilà, je suis à portée de main, j'agis à partir de ma position sociale dans un truc qui me paraît accessible. Et ça, c'est le premier mouvement politique qu'on peut observer chez les gens. Dans le travail, ça s'appelle le syndicat. Voilà, c'est un lieu qui est à portée de main. Et donc ça s'est articulé, où il y a eu cette tension-là de ce projet local,
donc à portée de main et qui existe aussi dans le milieu militant. Notamment, nous, on discute beaucoup avec les mouvements écolos radicaux, avec qui on a fait un communiqué d'ailleurs contre les licenciements, qui était très fort politiquement, donc avec Extinction Rébellion, les Amis de la Terre et les Soulèvements de la Terre, qui sont très connus pour avoir participé à des grands mouvements comme voilà, Notre-Dame-des-Landes, le combat contre les méga-bassines, contre la 69, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les méga-projets écocides. Et du coup, cette discussion qu'on fait perdurer avec eux, c'est la nécessité de voir l'affrontement à échelle globale face à un État, donc à des entreprises-nations qui ont la police, l'armée, la justice dans leurs mains. Comment on pourrait construire notre force en construisant un front de résistance, qu'on appellerait un front de résistance, voilà, qui engloberait l'ensemble des gens qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de construire un autre monde pour se protéger et protéger leurs enfants. Et ce front-là, il se constitue en comprenant quel adversaire on a en face de nous. Et c'est la tension qu'on a en permanence, c'est-à-dire de dire, je pense que c'est quelque chose de très naturel, de dire qu'il faut qu'on ait une prise locale sur les événements, donc sur ce qu'on fait, mais que penser l'énergie à échelle de masse de 68 millions d'habitants, et donc du coup l'appareil de production, ça se passe à minima à échelle nationale et en réalité à échelle internationale. C'est pour ça qu'on porte la nécessité de l'internationalisme de la classe ouvrière, parce que, y compris la révolution dans un seul pays, ça a été un échec historique, donc c'est aussi ça qu'on prône. Mais vu que tous ces mots-là paraissent, disons, désavoués par l'hégémonie culturelle patronale, on n'utilise plus le mot révolution, en tout cas peu ou prou, ça dépend dans quelle bouche c'est dit. Si c'est Aurélien Barraud qui le dit, ça passe mieux que si c'est moi, militant de révolution permanente. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller vers un autre monde, un monde qui n'est pas au service des profits, mais bien au service de la réponse aux besoins, qui serait décidé démocratiquement. Et ça a été dessiné dans le projet, ça a été posé. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être parce que je suis pompier, mais l'image du triangle du feu, hein, avec le comburant, le combustible et l'énergie de l'activation, que je trouvais vraiment très, très pertinente. Même s'il y a des moments, bah, c'était un peu flottant, mais c'était vraiment très pertinent de poser ça comme ça, d'essayer de penser quel serait l'accélérateur, le catalyseur, quel est le sujet et quel est le moment de l'explosion, de savoir que il y a des facteurs qui sont, disons, objectifs, hein, donc qui ne dépendent pas de nous, et d'autres qui dépendent plus de nous, qui sont plus subjectifs et qu'il faut construire ensemble. En fait, ça, à la fin de l'expo, je pense que dans la tête des gens, des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans et qui se disent: «Bon, soit je produis du béton», vous voyez? Et c'est là le débat, c'est soit je passe ma vie à produire du béton un peu greenwashing, un peu repeint en vert et tout, mais je passe ma vie à produire du béton. Soit j'essaye de construire autre chose, et je pense qu'à la fin de cette exposition, de ce travail-là, eh ben, on a plus une idée de ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, de la volonté de s'organiser, de se lier avec la classe ouvrière, et cetera, de briser ce rempart entre le travail manuel et intellectuel. Et en tout cas, moi, ça m'a paru beaucoup plus clair, alors que déjà je suis militant, et je l'ai trouvé dans la discussion encore plus poussé. Et je pense que ça a été la même chose pour les étudiants. Bah, c'est vraiment super d'entendre ça. Je pense que ça fera chaud au cœur à celles et ceux qui ont produit ce travail. Je pensais à cette phrase qui est à la base, je pense, des zadistes. C'était contre l'aéroport et son monde. C'est pas quand tu disais
Il faut à la fois penser localement, mais en fait, globalement, on ne peut pas juste régler un problème là. Voilà. Donc, je trouve qu'elle était assez belle, cette phrase. Ils sont toujours très forts, les zadistes, pour avoir des formules très significatives. Et cet aller-retour entre petite échelle et grande échelle est fondamental dans cette phrase contre l'aéroport et son monde. Et moi, je pense que le savoir architectural, c'est particulièrement un savoir qui est très adapté à créer des liens de cohérence entre la petite échelle et la grande échelle. C'est pour ça qu'on parle d'un savoir des systèmes, d'un savoir de l'organisation, voilà. Et alors, pour aller plus revenir sur un terrain à la fois technique et politique tel que vous l'abordez, en fait, la question qu'on se pose, je pense collectivement, c'est la question de la planification écologique, quelque part. C'est celle que vous... Je mets le terme de planification parce que pour que ça le remette dans une dimension un peu matérialiste, de dire, bon, c'est pas juste, tiens, on met en vert. Non, il y a des phases de transition. Quand on veut changer l'appareil productif pour 60 millions d'habitants, il y a des phases de production, de transformation. Et moi, ce qui m'a toujours fait bizarre dans cette question de planification écologique, c'est qui est le sujet historique de cette planification? Est-ce que c'est des technocrates? Est-ce que c'est des bureaucrates? C'est des économistes? Et il se trouve que quand on analyse l'histoire de l'architecture, au XXe siècle, les architectes ont fait des plans. Et quand ils parlaient de plans, ils ne parlaient pas des plans de bâtiments, mais ils parlaient vraiment de transformer. Alors, c'est des grandes figures mythiques avec lesquelles on a aussi des problèmes, mais Le Corbusier, il a redessiné l'appareil productif radieux. Il disait les usines, il ne faut pas les faire comme ci, il faut les répartir comme ça. C'était probablement plus à l'époque dans un savoir effectivement descendant, pas collectivisé tel que nous on aimerait le voir penser. Voilà. Et du coup, donc nous on va continuer à aller vers de voir si notre savoir il peut participer d'une tentative de conception de la planification écologique. Et dans votre rapport à la planification écologique, vous parlez de contrôle ouvrier. Tu l'as cité tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu ça? Parce que ça a aussi des conséquences sur la manière dont nous, on pense notre propre savoir. Comme tu le disais, entre l'exécutant, la tête qui pense, la tête qui fait, la main qui fait. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion de contrôle ouvrier? Ouais, bien sûr. Ouais, mais repartir toujours de la question politique, je pense que c'est la bonne façon de faire. C'est-à-dire, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est comment organiser une société et surtout qui décide. C'est-à-dire, qui a le pouvoir. Voilà, c'est ça la politique. C'est pas la politique politicienne comme on l'entend. Et du coup, nous repolitiser nos moyens, nos espaces d'études ou nos espaces de travail, c'est la clé pour pouvoir avancer vers la construction d'un autre monde. Donc, c'est déjà ce qu'on fait dans cette interview aujourd'hui, mais c'est vraiment pour comprendre jusqu'au bout, quelle est la logique. Et donc, du coup, si je repars du boulot d'architecte qu'on demande aujourd'hui, c'est-à-dire ce que tu m'as expliqué, être dans un cabinet d'études, faire des plans toute la journée et monter des projets en béton ou en béton vert, quoi. Quelle est l'alternative à ça? Bon, bah, par exemple, aujourd'hui, il y a des débats et des affrontements contre les entreprises de béton, contre Lafarge, etc. Et une proposition par rapport au soulèvement de la terre, donc ils proposent un projet. Donc au départ, ils étaient plus sur le sabotage, et puis maintenant, aujourd'hui, ils avancent beaucoup la question du démantèlement de ces grandes entreprises-là. Désarmement même, je Du crois. désarmement, et l'idée qui s'est posée quand on a pensé cette alternative-là, qu'on a trouvée intéressante, et le livre Premières secousses, c'est un livre très intéressant parce qu'il fuit pas la discussion. Il pose les problèmes stratégiques, et là où nous, on voulait avancer une autre proposition, c'est celle de poser comme sujet de la transformation la classe ouvrière. Puisqu'elle a la connaissance technique et elle a la possibilité d'être un acteur politique, dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire organiser la société et la diriger, dans la classe ouvrière au sens large, hein. C'est pas seulement ceux qui vivent dans les usines, mais on pourrait plutôt utiliser le mot prolétariat, etc. Mais la classe ouvrière au sens strict qui travaille dans l'appareil de production et qui fait
et qui fait le bâti, qui fait la production qui est nécessaire au bâti, c'est-à-dire l'énergie, le pétrole, et voilà. Je pourrais développer encore plus, c'est-à-dire dire oui dans un monde qui brûle, dans un monde en feu, hein, comment on fait pour, d'une part, arrêter de faire s'embraser ce monde et construire autre chose. Comment on fait pour traiter le problème de la production qui a été, quelque part, fui pendant longtemps par le mouvement écolo qui s'est et on peut le comprendre, qui s'est construit contre le productivisme. Donc comment on fait pour penser la production sans être productiviste, mais tout en traitant le problème de la production? Ça se pose à nous directement et nous, de par notre expérience, dans le mouvement ouvrier, on a l'idée d'un programme qui est donc comme tu dis, le programme de transition dans la planification, qui serait donc la nationalisation, sous contrôle des travailleurs et des riverains, parce que c'est les premiers impactés par la pollution, donc pour avoir un échange constructif, expliquer, etc. Pourquoi on a des problèmes dans l'usine, parce qu'y compris quand on sera sous contrôle ouvrier, on pourra avoir des problèmes, et etc., etc. Le contrôle ouvrier, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on fait tous les jours au quotidien, c'est-à-dire faire tourner une usine. Une usine, elle tourne sans problème, sans patron, sans directeur, sans tout l'étage des décisions de ceux qui nous notent et qui caporalisent toute la classe ouvrière, qui la fliquent du matin au soir. Elle tourne que grâce à 2 secteurs, le mouvement ouvrier, les opérateurs et les ingénieurs. Voilà. Et donc, du coup, on pose cette nécessité-là de mettre sous contrôle les usines, donc la classe ouvrière et les ingénieurs qui, ensemble, ont les mêmes intérêts, puisqu'eux, ils louent leur force de travail, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, pour faire tourner l'usine en protégeant l'environnement. Et c'est une expérience partielle qu'on a aussi pendant les grèves, parce qu'on fait partie des secteurs où on est quelque part, on conditionne le fait de pouvoir assurer la sécurité et l'environnement dans nos usines quand on est en grève. Un mouvement de grève, qu'est-ce que c'est? C'est un travailleur qui s'arrête de travailler. Dans beaucoup d'usines, il sort et il ne rentre plus. Sauf que dans une usine comme une raffinerie, on ne peut pas faire ça, parce que sinon elle explose. Elle n'est plus sous contrôle, elle monte en température, etc. Elle s'emballe, il peut y avoir des fuites, des explosions, des feux, etc. Donc il y a tout un secteur qui est dit essentiel à la sécurité, à l'environnement, qui rentre, mais en contrepartie, on prend le contrôle de l'usine. Tout ce qui rentre, ce qui sort en termes de production, de travailleurs qui font les travaux. On hiérarchise les travaux, on décide de faire les travaux qui sont pour nous et pas non plus pour la production. Et on pourrait même le faire pour nous et pour l'environnement. C'est-à-dire aller me réparer ce filtre que vous avez bypassé depuis des dizaines d'années parce qu'il gênait la production de cash et que nous, on voudrait que les fumées elles soient beaucoup plus filtrées. Aller réparer le traitement des eaux, vous me faites tous les travaux au traitement des eaux parce qu'on veut plus qu'il y ait une pollution dans la Seine, etc., etc. Et on a cette connaissance technique, puisque moi, par ailleurs, voilà, je suis opérateur de traitement des eaux de cette unité. J'y connais toutes les vannes, les tuyaux, les pompes, je sais exactement ce qu'il faut faire pour améliorer le système et en discussion démocratique avec les autres ouvriers et les ingénieurs, on pourrait empêcher la majeure partie des pollutions qui sont liées en grande partie au défaut de maintenance par rapport à l'augmentation du taux de profit qui est nécessaire pour le capitaliste. Voilà. Donc, c'est le savoir technique qui est dans la main des ouvriers, mais on dit souvent c'est 20% du problème, parce que 80% du problème est politique. Il faut arriver à convaincre l'ensemble de la classe ouvrière de prendre conscience de son rôle dans la société, de sa force, puisqu'on nous a formés depuis tout petit à considérer que parce qu'on n'avait pas fait d'études supérieures, on était bon à rien d'autre qu'à exécuter les ordres et à se taire.
et on nous discipline et on nous réprime quand on exige, par exemple, la sécurité, l'environnement, quand on s'organise en des syndicats combatifs, et cetera. Et donc on nous caporalise encore et toujours et ça, pour arriver à briser ça, il faut, construire un projet, qui soit, politique, qui s'arrête pas simplement au syndicalisme, qui a tout son intérêt dans le sens de créer une première organisation qui va être en confrontation avec le patron, qui va la créer quotidiennement, parce qu'un rapport entre travailleur et patron, c'est un rapport contradictoire permanent, donc c'est un affrontement permanent, mais qui ne suffit pas, qui ne se suffit pas à lui-même, puisqu'il est limité par le fait que le syndicalisme a été pensé par les patrons comme corporatiste et tout. C'est pour ça qu'il faut penser à un projet qui soit plus large et qui soit politique. Sinon, jamais des ouvriers rencontrent des étudiants d'architecture, pour le dire de cette manière. Tu t'as parlé de... tu as dessiné en gros un mode de fonctionnement dans lequel les travailleurs et les ingénieurs sont en capacité quelque part de s'autogérer. Là, vous avez déjà il y a déjà dans la gestion quotidienne, alors je sais plus à Grand Puy parce que la production a arrêté, mais euh, quand la relation entre les ingénieurs et je sais pas, les travailleurs, enfin les ingénieurs sont aussi des travailleurs, mais elle se passe actuellement comment? Elle a lieu? Il y a on va dire, il y a une convergence d'intérêts. C'est des mondes qui sont séparés, qui dialoguent peu. Comment ça se passe? C'est des mondes qui sont séparés par l'idéologie bourgeoise qui les forme depuis tout petit à l'école, hein, dans la détestation des organisations ouvrières, des syndicats combatifs, dans le fait de la compréhension du fait qu'un opérateur, c'est un exécutant, etc. Et qu'eux, ce sont les sachants, donc ils savent mieux. Il y a parfois des contradictions, parfois des ingénieurs qui sont à l'écoute des ouvriers. Il y a parfois des mouvements qui se créent parce qu'il y a un ingénieur qui demande toute la nuit à des ouvriers, comme si c'était des animaux nocturnes, de faire des tests, des essais pour leur étude, etc. Ou qui s'opposent au fait de prendre une mauvaise décision parce qu'elle va les mettre en danger, ce qui peut aussi arriver, hein, ce que vous dessinez sur un plan n'est pas la réalité. Il y a parfois des problèmes physiques qui se posent, qui ne sont pas prévus par les études, etc. Ça, on arrive à le contrer avec le collectif. Donc, il y a souvent un rapport qui est de force, puisque l'ingénieur n'est pas simplement ingénieur, c'est un cadre de l'entreprise capitaliste et donc il doit appliquer ça. Et c'est justement ce qu'on veut briser, c'est-à-dire ce sentiment d'être un cadre de l'entreprise capitaliste, mais plutôt d'être en coopération entre les travailleurs, ce qui en fait existe, mais elle est scindée par un rapport de subordination qui est organisé par le patron. Et c'est souvent un truc qu'on oublie, mais c'est la coopération entre les travailleurs, elle existe déjà à l'international et la production n'a jamais été autant internationalisée. Mais il y a une division raciale du travail, une opposition entre les pays impérialistes et les pays qui sont coloniaux, semi-coloniaux, dominés, qu'on appelle dominés, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que cette internationalisation de la classe ouvrière existe déjà, mais qu'il n'est pas en coopération et plutôt opposé de nation à nation. Et donc, notre enjeu, c'est aussi de politiser ça et de voir qu'il y a des contradictions parce qu'il y a des ingénieurs, des secteurs d'ingénieurs qui désertent, qui prennent la vallée, comme même moi, ça a pu être un moment mon projet de vie, c'est-à-dire d'aller planter des carottes dans une vallée ariégeoise, voilà, et de déserter le capitalisme, de le laisser derrière soi. Ça a été par exemple un mouvement assez connu, qui a fait pas mal de bruit, puisqu'il a montré ça à visage découvert, notamment les ingénieurs d'AgroParisTech, qui ont écrit une lettre après la réception de leur diplôme en disant voilà, on ne veut pas participer à votre monde, on ne veut pas construire ça. Donc on s'en va et on va être berger, etc. Et nous, notre message à nous, c'est de dire ne désertez pas, ne nous laissez pas
derrière vous. D'une part parce que ça n'existe pas, on ne laisse pas derrière soi le capitalisme. Le capitalisme, il reviendra toujours à nous, soit par des catastrophes naturelles, soit par votre famille qui n'a pas pu déserter avec vous, soit par pour plein d'autres raisons, on ne déserte pas. Le capitalisme est toujours là et donc soit il vous détruit, soit il faut y trouver une alternative, et du coup, ça se construit collectivement. Voilà, donc c'est le combat qu'on a aujourd'hui et qu'on fait pas assez aussi, à tous les travailleurs et les jeunes, des écoles d'architecture, et les ingénieurs. C'est de dire qu'il y a un autre projet que la désertion qui est possible et moi, je comprends qu'ils aient pas envie de participer à la construction de ce monde, écocide, mais c'est pour ça qu'il faut s'organiser collectivement. Dans la lutte de Grand Puy, quel a été il y a un corps d'ingénieurs, ils ont eu ils ont participé, ils ont critiqué votre mouvement? Comment ça se la On question s'est posée, il y a eu des tentatives d'alliance, il y a eu des après coup, parce que, c'est là ce qu'on voudrait éviter dans les futures fermetures et qu'on essaye c'est qu'après coup, il y a eu des scientifiques, qui ont voulu, quelque part faire le lien. Qu'aujourd'hui, moi j'étais donc à Jussieu il y a très peu de temps, donc une école d'ingénieurs, à Paris, aussi pour parler de cette lutte et cetera et je pense que c'est le mouvement qui permet de se développer, aujourd'hui, avec le recul, les plans de licenciement et tout qui posent les choses. Mais pendant la lutte en elle-même, il n'y a pas eu de mouvement d'ingénieurs qui a voulu rejoindre la lutte ou la soutenir et cetera, ça veut pas dire que quand ils apprennent pas cette discussion-là, ils sont pas ultra convaincus. Enfin, nous, la réunion à Jussieu, elle a été, ultra, bien reçue, il y a énormément d'ingénieurs qui sont d'accord avec ça et cetera et après, enfin voilà, il y a la pression, de la crise économique, la pression scolaire, la pression familiale fait que, voilà, c'est difficile, mais que quand on en vient à rompre ça finalement pour déserter, il y a une alternative à ça et c'est ça qu'on pose, quoi. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'il y a, dans la jeunesse étudiante, il y a une prise de conscience de ces enjeux-là et il y a une recherche de solutions. Voilà et il y a une recherche de solutions aussi dans la classe ouvrière parce que, à la base, il y a vraiment des questions qui se posent, quoi. Comment on arrête la saignée industrielle? Qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord qu'il faut se protéger, mais comment on fait? Comment on se nourrit? Voilà, tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes et et qui ne se passeront pas sans les ingénieurs et les architectes et voilà, tous ces secteurs-là. Je veux dire, ça ne se résoudra pas sans eux. C'est pour ça que ce travail, il est fondamental, quoi. et je sais pas comment ça marche, mais à Grand Puy même, il y a des ingénieurs Bien sûr. et eux, là, dans la lutte, il y en a qui étaient avec vous ou vous avez été tout Il y en seul? a qui étaient très sympathisants de nous, mais Ah ouais. qui ont le statut de cadre, donc ils étaient très d'accord, mais en même temps très exposés à la répression. Donc Oui. on a quand même syndiqué, voilà, quelqu'un, que je ne peux même pas citer parce que sinon il serait réprimé, mais voilà, on a quand même, ouais, quelqu'un qui a été très admiratif de notre lutte et donc qui a pris sa carte, au syndicat et cetera, mais non, après, de là à faire grève. Il y a des secteurs qui commencent à faire grève, notamment j'ai vu avant Courrex, voilà, qui commencent à se joindre aux luttes et cetera, mais c'est encore, voilà, c'est encore au début. Mais de toute façon, ça s'intensifiera avec la crise. C'est pour ça il faut beaucoup commencer à accélérer la construction de ce mouvement, quoi. Moi, je disais beaucoup essayer de penser, à partir des lieux de grève, de lutte, de défense de l'emploi, et des facs, des secteurs d'études supérieures, des comités, voilà, qui se lient avec la classe ouvrière et qui penseraient justement la transition, quoi. La transition ou je dirais la transition, alors moi j'ai du mal avec le mot juste parce que c'est un terme
qui fait l'impasse sur le sujet et sur le rapport de force qu'on doit, mais en tout cas, construire une transition écologique ouvrière, à mon avis, ça a beaucoup de sens, quoi. Il y a, nous, quand on envisage les questions de transition, de planification écologique dans les écoles d'architecture, c'est vrai qu'on reste dans le domaine de l'idée, de l'imagination. Et je crois que dans votre cas, il y a un cas extrêmement brutal sur la manière dont les choses ont des conséquences sur vos vies quand vous êtes dans la lutte. C'est le cas de la réquisition. Vous êtes des travailleurs essentiels, catégorisés comme essentiels, c'est ça. Et si j'ai bien compris, je crois, est-ce que tu pourrais revenir? Je crois qu'à un moment, vous êtes sommé, en fait, d'aller au travail, même si vous êtes en grève, c'est ça? Est-ce que tu peux... et quelles sont les conséquences de cette désobéissance? Bah, en fait, ça, c'est donc, la réquisition, c'est une réquisition préfectorale, donc qui est décidée par l'État, pour briser les grèves, dans les secteurs, stratégiques. En 2023, ça a été le cas des raffineurs, mais aussi des éboueurs, voilà, et d'autres secteurs. Donc du coup, ça s'est posé immédiatement à moi. Moi, j'avais 22 ans, j'avais été un des premiers raffineurs réquisitionnés en France en 2010, quand on a bloqué, une grande partie, par la grève de l'alimentation, des stations, et qu'on a asséché la France contre la première loi qui reculait l'âge de 60 à 62 ans là, de Nicolas Sarkozy. À ce moment-là, donc on a été menacé de 2 ans de prison et 35 000 € d'amende, hein, si on ne rentrait pas sur notre lieu de travail. Donc là, il faut imaginer qu'à 6 heures du matin, à 5h30, vous avez quelqu'un des forces de l'ordre qui vient frapper à votre porte et vous donner ce genre de papier-là devant vos enfants et vous accompagner. Donc vous êtes escorté dans une voiture de police pour aller à votre lieu de travail. Voilà. Donc en gros, c'est le déni du droit de grève, quoi. Alors, sous prétexte de troubles à l'ordre public. Ce qui est complètement faux, et ce qui en plus est complètement biaisé, parce que, enfin, je veux dire, c'est juste la démonstration que sans la classe ouvrière, il y a rien qui tourne, et que du coup, bah, quand la classe ouvrière s'arrête de travailler, la société, elle s'arrête également. Et voilà, et donc du coup, par exemple, en 2023, il y avait pas comment dire, de raison essentielle à vouloir réquisitionner les travailleurs de la raffinerie de Normandie, qui en fait paralysait 50% des vols de Roissy-Orly et empêchait juste les bourgeois de décoller, quoi. Donc c'est, voilà, c'est encore une fois, c'est un impact politique pour faire reculer le droit de grève en France et démoraliser, briser la grève au niveau national. Parce que c'est pas simplement la grève des raffineurs en soi qui se joue, c'est le mouvement au niveau national qui se joue. C'est-à-dire, à partir du moment où vous brisez l'un des secteurs les plus organisés et les plus bloquants du pays, bah, vous brisez le cœur de la grève, quoi. Et vous imaginez, vous réquisitionnez les travailleurs du déchet, les travailleurs de l'énergie et les travailleurs des transports. Vous brisez le mouvement national, puisque bien sûr à lui-même il ne se suffit pas, mais c'est la condition pour développer la grève générale dans tous les secteurs. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très fort pour l'État bourgeois, qui encore une fois démontre son lien avec les entreprises, et sa connivence, et dans quelles mains en réalité sont le pouvoir, hein. C'est pas, encore une fois, un arbitre neutre, c'est important de le rappeler. Et ça, c'est y compris médiatiquement. On a vu des sorties politiques de secteurs de droite dire à quel point il fallait limiter le droit de grève en France. À chaque grève, on est accusé d'être des preneurs d'otages, de terroriser les gens, de leur faire peur, de leur gâcher leurs vacances, etc. Donc il y a tout un volet de propositions qui est sur la table pour réduire le droit de grève. Donc c'était le cas dans la fonction publique, où ils ont un délai de 48 heures pour déposer un préavis, et nous, on n'est pas encore confrontés à ça, mais en tout cas, c'est le projet, quoi, de nous interdire la grève, par exemple, reconductible, quoi. Il y a eu des projets
accepter 3 jours de grève maximum dans les raffineries et après c'est réquisition automatique. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est des trucs qui se gagnent au tribunal, mais tout le temps après coup. C'est-à-dire une fois que quand on est réquisitionné, on ouvre les vannes, hein. On ouvre les vannes des produits, donc on réalimente les stations. Donc après, on peut gagner au tribunal 3 jours après, ça sert plus à rien. La seule manière de lutter contre la réquisition, c'est de créer en fait un rapport de force, de mettre des milliers de personnes devant les raffineries pour empêcher les réquisitionnés de rentrer, parce qu'ils peuvent pas le faire légalement, sinon ils vont en prison. Mais c'est la seule stratégie possible. Et donc ça exige une organisation collective, une organisation politique de la grève. Ça existe de s'organiser dans des comités de grève, ce qu'on a fait par exemple avec Révolution Permanente. On a organisé des comités d'un réseau pour la grève générale. Et voilà, quand il y a eu des milliers d'étudiants qui participaient à la grève et aux manifestations, si on avait pu réorienter à ce moment-là, sur 14 000 à 15 000 travailleurs ou étudiants ou jeunes qui marchaient dans les rues du Havre, on les avait mis devant la raffinerie de Normandie, on aurait juste empêché les réquisitions et infligé une défaite au patronat et à l'État. Donc c'est l'enjeu de ces réquisitions-là. Et encore une fois, c'est pas un problème technique, c'est un problème politique, de concentration, de compréhension de qui on s'affronte, de qui a les mains sur l'État, la justice, la police. Et même s'il y a parfois des contradictions et des victoires, tout ne se fait pas sans un rapport de force. Nous, la manière qu'on a de penser le savoir architectural, c'est difficile parce que aujourd'hui, quand on parle d'architecture, tout le monde voit un bâtiment. En fait, il y a pas. Nous, on essaye de découpler ça et de dire qu'en fait, par exemple, quand tu parles de qui a le pouvoir, qui a la police, en fait, c'est l'articulation. Moi, j'aurais tendance à dire, si on prend une société, comment les parties au sein de la société s'assemblent, s'organisent, se structurent, et ça, c'est une question architecturale, en fait, pour moi. L'articulation des parties au sein de l'ensemble, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue décisionnel, en fait, c'est de l'architecture. Toute personne qui n'est pas architecte, quand on lui parle d'architecture, enfin, toute personne qui n'est pas architecte utilise très souvent le terme architecture pour parler d'autre chose que de bâtiment. L'architecture du corps humain, l'architecture d'un système politique, l'architecture d'un système philosophique. Les gens l'utilisent spontanément comme ça. Et quand on leur demande après ce que c'est que l'architecture, ils vont dire c'est du bâtiment. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on voudrait dire, c'est juste la vraie bonne définition, c'est celle-là. En fait, c'est celle intuitive de dire, dès qu'on parle de l'organisation d'un système, d'une philosophie, voilà, c'est de l'architecture. Et c'est pour ça que nous, on défend, tu as parlé du terme de révolution, qui est aujourd'hui disqualifié, sauf quand Macron fait un livre qui s'appelle Révolution, ou je sais pas quoi, là, lui, il a le droit. Et nous, on pense on peut avoir une compréhension architecturale des processus révolutionnaires, au sens où ça n'est pas forcément des processus d'émancipation, c'est des processus de transformation. Il y a des révolutions de droite, il y a des révolutions de gauche. Enfin, nous, on défend ça. Et que réorganiser la société, c'est un processus de conception aussi qui devrait, à notre sens, être ouvert sur la table parce qu'on ne pense pas qu'on va pouvoir faire une transition écologique sans repenser les conditions de production telles que telles que toi tu le poses comme préalable aussi ou comme nécessité. Voilà. Ça va être un travail un peu long pour nous d'arriver par ce média et avec des rencontres de gens comme toi qui ne sont pas du monde de l'architecture, d'arriver à essayer de recréer des liens entre les écoles d'architecture et le monde, parce que l'architecture est un monde qui fonctionne majoritairement en vase clos, avec des revues d'architecture que seuls les architectes lisent. Alors que, ne serait-ce qu'il y a un siècle, les architectes travaillaient vraiment pour la classe ouvrière. Il s'agissait de loger le peuple, par exemple. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits à l'époque par de la production de bâti. Et même la transformation de l'appareil productif, c'est-à-dire la mécanisation, la transformation d'un monde artisanal en monde machinique, c'est fait beaucoup par les architectes. Voilà. Bref. Pour aller vers ce que tu dis et dans ton sens, moi, je pense beaucoup à une problématique qu'on se pose dans la question de penser la prise du pouvoir. Et donc, du coup, c'est de redessiner aussi l'architecture des prises de décision.
Et ça, c'est un truc que je pense qui est vraiment important à redessiner, quoi. Parce que, par exemple, moi, je pense souvent au débat qu'on pose avec l'écologie radicale, qui est, voilà, est-ce que le projet, c'est la décroissance ou est-ce que le projet, c'est produire autrement? Et nous, on pense qu'il ne faut pas fuir la discussion de la production parce qu'on pense qu'il faut plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus d'IRM, qu'il faut poser les discussions en ces termes-là. Et par exemple, je pense par exemple au génocide qu'il y a en cours à Gaza et à la destruction totale de la bande par l'État d'Israël et du coup à sa reconstruction. Et je me dis, dans un monde où j'aurais toute ta classe qui se rend dans cette catastrophe-là, où ça pourrait être Mayotte, où ça pourrait être Valence, enfin, dans des endroits où il faut reconstruire. Quelle serait l'architecture de décision politique qui serait mise en place? Et donc ça se pense pas sans un rapport de force parce que c'est là qu'on n'est pas dans l'utopie. On sait très bien que les intérêts capitalistes voilà, nous laisseraient pas reconstruire Gaza comme on l'entendrait ou comme les Gazaouis l'entendraient parce que c'est bien ça la discussion et les Mahorais pareil. Mais en tout cas, c'est en ces termes-là que ça se pose et c'est ça pour moi l'enjeu central de l'architecture de demain. Bah, on est bien content de cette rencontre. Euh, du coup, bah, je pense qu'on va en rester là. Merci Adrien. Merci d'être venu à Saint-Thé. On doit se revoir parce qu'on n'a toujours pas été au musée de la mine. Mais merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur ce média Architecture in the World on Fire. Bah ouais, merci à toi, merci à tous les étudiants pour leur projet qui est vraiment magnifique. Et puis voilà, cette ville incroyable, voilà, historique de la classe ouvrière que j'ai hâte de connaître jusqu'au bout. Donc ouais, effectivement, je vais revenir. Et puis aussi construire un collectif ici parce que voilà, et on a besoin de s'organiser collectivement. Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut comprendre dans toute cette démarche-là, c'est de pouvoir créer ce front qui va changer l'architecture du monde. Parfait. Merci.